Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Le monde entier célèbre ce 8 mars la Journée internationale de la femme, une occasion de rendre hommage à la femme et aussi de se pencher sur le rôle qu'elle joue dans la société, rôle justement dont l'importance part de la parité qui vise à lutter contre les inégalités entre hommes et femmes, notamment en termes de représentativité et de rémunération. Où en est la Côte d'Ivoire dans ce domaine d'une façon générale? Pourquoi la parité et comment y arriver? Christelle Menant nous donne des réponses. 25% de femmes ministres dans le gouvernement d'un camp deux. Un bond vers la parité salué par tous les partisans du genre. L'élan est donné par la locomotive, mais qu'en est-il des wagons suivants? La Côte d'Ivoire compte environ 10 institutions. Une seule femme dirige l'une de ces institutions, professeure Henriette Dagri-Diabaté, à la tête de la Grande Chancellerie. 30% de femmes au Conseil économique et social, il y a eu du progrès. Sous les 36 ministres du gouvernement d'un camp deux, il n'y a que 3 femmes directeurs de cabinet. À l'Assemblée nationale, seulement 23 femmes face à environ 230 hommes. Les municipalités, quant à elles, enregistrent à leur tête 10 femmes maires devant 197 hommes. Une seule femme présidente de conseil régional face à 31 hommes. Concernant l'emploi, seulement 8% des salariés sont des femmes. Le secteur privé formel n'absorbe que 9% de femmes contre 91% d'hommes sur l'effectif total des populations actives de ce secteur. Conclusion, la parité est en peine, même si la notion genre continue d'imprégner les consciences à force de sensibilisation et de revendication. Les gens pensent que les femmes veulent prendre les places des hommes. Non, il n'y a aucune place qui appartient à quelqu'un. Toi, tu peux aller à l'école, moi aussi, je dois aller à l'école. Si tu peux avoir un poste, moi aussi, je dois avoir un poste. C'est la justice sociale. Pour ce qui nous concerne, le management n'a pas d'appartenance de sexe, etc. Si nous sommes femmes opérateurs économiques, femmes entrepreneurs, nous créons de l'emploi, nous créons la richesse. Tout ce que nous demandons, c'est de reconnaître nos mérites dans l'exercice de nos fonctions. C'est de nous créer un environnement favorable aux affaires. Et à partir de ce point, nous pouvons partir sur le même pied d'égalité. Il y a des études qui ont été faites par la Banque mondiale, par l'OCDE, par d'autres cabinets de recherche qui ont démontré par A plus B, les pays où il y a l'égalité entre les hommes et les femmes, ces pays-là connaissent un progrès. Un progrès en termes de croissance économique. D'une manière générale, même les partenaires au développement savent que les femmes sont des bonnes clientes. Elles sont bonnes payeuses. Quand elles prennent des crédits, elles le payent correctement. Donc vraiment, nous avons tous les atouts aujourd'hui pour qu'on puisse traduire nos rêves en réalité. Il faut éduquer les femmes. Celles qui n'ont pas été à l'école, il faut promouvoir les centres d'éducation communautaire. De deux, il faut rendre la Constitution sensible aux gens. Et ensuite, il faut légiférer, opérationnaliser tous les différents points qui seront inclus dans la Constitution pour que la réalité change. L'audace, oser entreprendre. Oser entreprendre, vous prendrez une place de choix dans l'émergence d'ici l'horizon 2020. Que ce soit le football, le taekwondo ou la boxe, ces sports dits d'hommes sont aussi pratiqués par les femmes. Elles y excellent souvent du fait de leur dextérité et leur savoir-faire. Mais cela n'empêche pas ces athlètes de haut niveau de vivre leur vie de femme, de fonder un foyer et d'avoir des enfants. À la faveur de la Journée internationale de la femme, notre reporter Fatou Fofana a rencontré quelques-unes. Ruth a 21 ans. Elle est ceinture noire 3e dan de taekwondo. Championne d'Afrique 2015, vice-championne du monde par équipe et qualifiée pour les prochains Jeux olympiques de Rio. Sa passion pour ce sport ne date pas d'aujourd'hui. Un jour, son grand frère est parti là-bas et puis il est venu me dire, maman, si tu vois Marie-Christelle, elle prend kimono de ses frères là. Si tu vois kimono, mais quand il a fini de s'entraîner, le kimono est très sale. Et puis elle prend, et puis, elle commence à faire le mouvement. Quand elle est venue, elle dit, tu veux faire taekwondo? Elle dit oui. J'ai dit d'accord. Donc je vais t'inscrire.
Cet athlète de haut niveau enchaîne entraînement et compétition pour rester au top de la forme. Le programme de l'équipe nationale, on s'entraîne du lundi au samedi, 2 fois par jour. 2 heures le matin, 2 heures les après-midi. Et le samedi, c'est 2 heures matin. Et bon, après, individuellement, chacun retrouve son club pour s'entraîner aussi. Du tatami au terrain de football, c'est tout un monde. Mais là encore, des femmes sont arrivées à briser les barrières et à s'imposer dans ce milieu hautement masculin. En 2015, la sélection nationale de Côte d'Ivoire est allée jusqu'au mondial. Aujourd'hui, la capitaine a le regard tourné vers l'avenir. Le mondial, vraiment, c'est une très belle expérience parce que tout joueur, toute joueuse rêve de jouer un jour le mondial et on a fait. Le projet à Cannes 2016, travaillez dur pour arriver. Avec vos prières, vos bénédictions, nous avons besoin de vous pour arriver. Jeanne est capitaine de la Juventus, l'équipe féminine de la commune de Yopougon. Jouer au football est pour elle une véritable passion. C'est un sport qu'on a voulu découvrir, un sport des garçons au fait, et puis avoir une fille dans ce milieu-là, voir comment ça allait donner. Et depuis petite, on a commencé les entraînements très jeunes, et puis voilà, nous sommes arrivés jusqu'à où nous sommes présentement. Quel est le regard que les autres portent sur ces femmes athlètes, en particulier la jante masculine? Non, on n'est pas des garçons manqués, après tout nous sommes des femmes. Nous sommes des femmes qui pratiquons le sport. Les gars nous encouragent pour ce sport que nous pratiquons, parce qu'ils ont dit que ce n'est pas facile, mais les gars nous encouragent. J'ai 2 enfants, au niveau de mes enfants, je passe le plus de temps avec mon époux également. Nous trouvons des voies et moyens vraiment pour nous retrouver, pour oublier un temps soit peu le football, parce que je rappelle aussi que mon époux il est entraîneur. Les femmes tiennent bien. À partir du moment où le sport est olympique, il n'y a plus de différence entre les dames et les hommes. Elles sont de plus en plus nombreuses, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans le monde entier, à s'adonner à la pratique de sport de haut niveau. Elles démontrent ainsi qu'être une femme ne saurait être un obstacle à une activité, qu'elle soit intellectuelle ou même physique. Le 53e Salon international de l'agriculture a refermé ses portes dimanche à Paris, en France. La Côte d'Ivoire y a pris une part significative. Que devrait-on retenir de la participation du pays à cet événement qui a rassemblé tous les acteurs du monde agricole? Notre envoyé spécial Noël Gnagno tente de répondre à cette interrogation. Dimanche 6 mars, le Salon de l'agriculture ferme ses portes pour l'édition 2016. Le traditionnel concours d'élevage a tenu toutes ses promesses. Mieux, les nombreux visiteurs parisiens ont pu apprécier les principales avancées et les difficultés du secteur agricole français et du reste du monde. Au nombre de ces avancées et difficultés, celle de la Côte d'Ivoire, puissance agricole sous-régionale africaine. Elle est venue avec tout son argumentaire agricole. En épingle, ses différents palmarès dans le cacao, le cajou, le palmier à huile, pour ne citer que ces spéculations-là. Pour l'avenir de l'agriculture ivoirienne, parce que pour une décennie, elle va encore porter l'économie ivoirienne. Des institutionnels de la délégation ivoirienne ont pu nouer des contacts, participer à des échanges. Nous sommes venus et ces contacts ont été vraiment très utiles pour nous. Nous avons aussi profité de cette occasion pour rencontrer certains partenaires de l'AFD avec lesquels nous travaillons. Mais vous comprenez aussi que le salon, avec ses 7 pavillons, est une grande ouverture pour aller voir toutes les innovations qui se font dans l'agriculture française, la première industrie verte de l'Europe. Autre moment a inscrit en lettres d'or la rencontre du ministre de l'Agriculture ivoirienne avec son homologue français. Ce fut une rencontre fertile, tout comme l'ont été la conférence de presse et les nombreux tête-à-tête de Sangafoua Koulibaly avec des privés français. Au total, le SIA 2016 a comblé les attentes de la délégation ivoirienne. Nous comptons sur la France, qui est un partenaire traditionnel, pour nous appuyer. La France est une puissance industrielle, et économique et même militaire. Mais nous souhaitons nous appuyer sur leur expérience pour nous permettre de faire ce saut qualitatif vers de la valeur ajoutée sur place. Et je pense que le ministre Stéphane Le Foll et moi-même, nous sommes en convergence de vue sur ces questions. Un des acquis de la participation 2016, la présence des coopératives, une expérience fortement saluée par les bénéficiaires. Peut-être que demain, ce sera au tour des producteurs de café cacao, la mamelle de l'économie ivoirienne, de participer à ce rendez-vous annuel du donner et du recevoir agricole.
Un hommage a été rendu hier à Sa Majesté Nana Kwaku Anungle III, 12e roi des Baoulés. La cérémonie s'est déroulée à Sakassou, ville située à près de 400 km d'Abidjan. C'était en présence du président de la République Alassane Ouattara et du président du PDCI RDA Henri Konan Bédié. Le chef de l'État a profité de l'occasion pour déposer une gerbe de fleurs sur la tombe du roi. Les Africains veulent réécrire leur propre histoire, c'est ce qu'a fait savoir Ray Lema, invité d'honneur du Massa 2016. C'était au cours d'une rencontre professionnelle tenue au Palais de la Culture de Trècheville, rencontre initiée par l'UNESCO. Issa Yeo, Serge Collier. L'Afrique a une belle histoire, mais cette histoire a été mal écrite par les Occidentaux. Aujourd'hui, il est question de la restaurer. Chose faite par la Coalition mondiale des artistes pour l'histoire générale de l'Afrique. Au cours des rencontres professionnelles du Massa, un exposé sur l'histoire véritable de l'Afrique a été prononcé par la coalition. Chaque peuple a ses lunettes. Eux, ils nous ont lus avec leurs lunettes. Maintenant, nous avions besoin de mettre nos propres lunettes à nous pour vous donner maintenant la lecture de notre histoire à nous. Voilà. Une réécriture qui doit prendre en compte les faits dans leur objectivité. Chaque fois qu'un pays est en train de revisiter son programme scolaire, l'UNESCO intervient pour rappeler qu'il faut prendre en compte cette nouvelle histoire. Pour le représentant de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, Yaouido, l'objectif est d'enseigner cette nouvelle histoire du continent dans les écoles. Il ne faut pas qu'on se jette des fleurs ou bien... Non, il faut qu'on reste objectif. Je ne suis pas du tout du style sentimental que « Oh, l'Afrique, merveilleuse ». Non. Dans toute chose, il y a deux facettes. Il y a les points forts et il y a les points faibles. Les travaux de la réécriture de l'histoire de l'Afrique ont été supervisés par le défunt professeur historien burkinabé Joseph Kizerbo. Les ouvrages, écrits en 8 tomes, sont disponibles. À l'étranger, à Bruxelles, 28 chefs d'État et de gouvernement du continent se sont réunis hier avec les représentants de la Turquie. Les pays européens comptent sur la coopération d'Ankara pour réduire l'arrivée des migrants en Grèce. Parmi les pistes évoquées, l'éventuelle fermeture de la route des Balkans, celle qu'empruntent les réfugiés venus du Moyen-Orient, un voyage de plus en plus périlleux et difficile. Les États-Unis ont tué samedi dans des bombardements aériens par avion et par drone plus de 150 combattants islamistes Shebab qui préparaient une attaque de grande ampleur depuis un camp situé à 200 km au nord de Mogadiscio. L'annonce a été faite hier par le Pentagone. Ce sont les derniers attentats commis par ces combattants affiliés à Al-Qaïda en Somalie qui ont fait monter d'un cran l'inquiétude américaine. Des attaques perpétrées par les Shebab ont fait environ 150 victimes dans les 2 derniers mois. À Pékin, les proches de 12 passagers chinois sur les 239 disparus du MH370 ont porté plainte hier contre la Malaysia Airlines, Boeing, Rolls-Royce et d'autres. Le vol a disparu le 8 mars 2014 et la loi internationale ne laisse que 2 ans aux familles pour entreprendre une action en justice. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée internationale de la femme. Très bonne journée aux femmes du monde entier, de la Côte d'Ivoire et surtout aux charmantes femmes de la RTI. Bon début de journée à tous et à toutes. RTI 1, la chaîne qui rassemble.